Bonsoir. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien, je suis développeur, je travaille chez Xebia, d'une web app justement qu'on a poussé dans le cloud, dans un projet chez Xebia. Et je vais vous présenter les différentes problématiques, la démarche qu'on a adoptée justement pour être production ready. Alors, avant d'aller plus loin, qui dans la salle a déjà fait du Node dans le cloud? Je dirais peut-être un quart, un petit quart, et en particulier sur Amazon, une quinzaine de personnes. Et pour ceux qui ont fait du Amazon, est-ce que vous avez utilisé Elastic Beanstalk? Cool. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter notre use case, alors le rôle de notre web app. Alors l'idée c'est que notre front-end est prêt, notre web app a été développée, on veut la pousser en prod. Comment on fait? Alors tout d'abord, la responsabilité de notre web app, c'est de faire passe-plat entre l'utilisateur et différents back-ends HTTP, que ce soit en lecture ou en écriture. On est sur du Node, on est dans le cloud, en l'occurrence sur Amazon, vous l'avez compris, et notre web app a été bootstrappé sur un stack Min.js. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une stack bien pratique qui vous montre tout ce qu'il faut pour faire du Mongo, de l'Express, de l'Angular et du Node. Alors ici en l'occurrence, on a viré la stack Mongo dont on n'avait pas besoin. Alors, histoire numéro 1, étape numéro 1, la V0 est prête et il faut la mettre en ligne. Donc, quand on arrive sur Amazon, on est confronté à toute une série de services. Alors, comment on fait pour héberger une web app? Est-ce qu'il faut configurer à la main des machines virtuelles? En l'occurrence, dans Amazon, les machines virtuelles, c'est ce qu'on appelle EC2, le load balancer, la configuration DNS via Route 53. Ensuite, comment est-ce qu'on tire notre code? Comment est-ce qu'on lance notre serveur? Comment on gère nos crashs? On se pose toute une série de questions et juste avec ces questions-là, finalement, on ne va que aborder qu'une petite partie des problématiques auxquelles on va être confronté. Alors en fait, dans Amazon, il y a un service qui s'appelle Elastic Beanstalk, qui est en fait une surcouche de plusieurs services Amazon et qui permet de faire de l'hébergement d'applications web. Alors via une interface web simple, vous avez la possibilité de créer de manière automatisée toute votre infrastructure et notamment des machines optimisées spécialement pour Node.js. Alors tout ce que je dirais sur Elastic Beanstalk dans cette présentation est également vrai pour tous ces conteneurs, que ce soit du Java, du Microsoft ou même du Docker. Alors voilà, en quelques clics, on crée notre infra et on se retrouve avec cette infra-là. C'est important que vous la compreniez bien parce que c'est sur cette infra-là qu'on va itérer durant toute la présentation. Donc les requêtes de l'utilisateur sont traitées par le conteneur Elastic Beanstalk, dans un premier temps par un load balancer au niveau d'Amazon. Elles sont ensuite redirigées pour l'instant sur une unique instance EC2 sur laquelle notre applicatif, notre web app Node.js a été déployé. Puis les requêtes sont redirigées bien entendu vers nos différents backends HTTP. Le DevOps, lui, a accès à la console Amazon et a la possibilité d'uploader de nouvelles versions de l'application, versions qui, elles, sont stockées dans S3. S3 dans Amazon, c'est le système de fichiers. Dans S3 également, on retrouve la configuration de notre conteneur Elastic Beanstalk. À côté de ça, pour la configuration DNS, ça c'est classique dans Amazon, c'est Route 53 qui permet de le faire. Maintenant, on itère autour de différentes problématiques. Histoire numéro 2, j'ai suivi le fichier Word de déploiement, mais j'ai cassé la prod. Donc là, volontairement, on part sur des problématiques un peu de SI classique, en vulgarisant un peu l'idée. Donc, comment on fait pour répondre à cette problématique? Donc l'idée, c'est de mettre en place une usine logicielle, en l'occurrence Jenkins, pour automatiser toutes les tâches manuelles pour pousser en prod. On va aussi utiliser l'API d'Amazon, car en fait, ce qui est bien avec Amazon, c'est que tout ce que vous faites via l'interface, des clics, etc., vous pouvez aussi le faire via l'API. Alors, justement, avec l'API est disponible en plusieurs langages, elle est disponible en Java, en Ruby, et nous, bien entendu,
on l'a développé en Node.js. Qu'est-ce que fait ce script, grosso modo? Donc, il va uploader votre package, votre binaire sur S3, il va créer une nouvelle version de l'application de Beanstalk, il va mettre à jour votre environnement, il va attendre que l'environnement est prêt. Alors, qu'est-ce qui est super finalement avec ce slide? C'est qu'on a toujours dit Node.js, c'est top, parce que vous avez du JS en browser, vous avez du JS côté serveur, et là en fait, vous avez aussi du JS sur vos scripts d'infra, donc vraiment du JS sur toute la stack. Notre nouvelle infra qui évolue désormais, le DevOps n'accède plus directement à la console Amazon, mais il accède à une machine EC2, donc une machine virtuelle sur laquelle est installée notre instance Jenkins. Histoire numéro 3, la V1 est mise en ligne, les premiers utilisateurs arrivent, le site devient très lent. Donc là, on va parler de performance. Tout d'abord, alors performance, deux axes, l'optimisation du code et le dimensionnement de l'infra. Alors pour optimiser le code, la démarche qu'on a adoptée, que je vous propose, c'est en local, où tourne votre serveur Node, bien entendu. Vous allez lancer un test de charge pour trouver les limites de votre application, et quand ça commence à casser, vous allez analyser les problèmes, ce qui va dégager différents axes d'optimisation. Vous allez relancer votre test de charge pour vérifier que vos correctifs ont bien amélioré votre application, et ensuite vous bouclez, vous retrouvez les limites en poussant toujours les limites un peu plus loin. Alors pour tester la charge sur une web app, ce qu'on utilise, donc c'est Gatling. Gatling, c'est un outil qui va vous permettre, à partir d'un scénario que vous définissez, d'injecter plusieurs utilisateurs sur des URL. Alors, les scénarios sont écrits en Scala. Moi, je suis développeur, mais je n'ai pas de connaissances particulières en Scala. Ça ne doit pas vous effrayer, ça reste un DSL tout à fait accessible. À partir de scénarios, Gatling va vous générer un rapport HTML, donc vous avez un extrait ici, avec différentes informations sur les temps de réponse, etc. Pour le profiling, on a utilisé NodeTime. NodeTime, c'est un outil en mode SaaS, c'est-à-dire que votre application se branche dessus et envoie des données sur leur serveur. Donc NodeTime va vous permettre, entre autres, de faire différentes opérations. Par exemple, d'identifier ce qui est fait sur vos différents backends. Ici, par exemple, on voit les détails d'un accès à Redis. Il va vous permettre de faire des snapshots mémoire pour comprendre en mémoire quels objets sont les plus gros. Il va aussi vous permettre de faire, entre autres, du profiling CPU pour identifier quel morceau de code dans votre application est le plus gourmand. Alors, les différentes optimisations qu'on a mises en place, alors, l'optimisation qui peut paraître évidente, c'est mettre les données en lecture en cache. Ce qui est intéressant avec Amazon, donc en l'occurrence avec Redis, c'est qu'avec Amazon, il y a un produit qui s'appelle ElastiCache qui vous permet de monter dans le cloud un cluster de cache, soit sur Redis, soit sur Memcache, de manière assez facile. Ensuite, on a fait du clustering. Alors, par défaut, votre Node.js s'exécute uniquement sur un cœur de votre machine. L'idée du clustering, c'est de faire un fork de votre serveur par cœur de votre machine, dans l'idée d'utiliser au maximum les ressources de la machine. Ensuite, on a fait sauter les limites sur les descripteurs de fichiers, afin de ne pas avoir de limites par process au niveau des sockets. Ensuite, on a fait d'autres choses. En l'occurrence, pour le templating, on utilisait Swig. Alors, les templates Swig peuvent être mis en cache. Et puis, différents refactoring pour des problèmes repérés par profiling CPU, mais des problèmes vraiment spécifiques à notre implémentation. Une fois qu'on a optimisé notre code, il faut dimensionner l'infra. Donc, quand vous êtes sur Amazon, en fait, vous avez différents types d'instances. Vous avez des instances moins puissantes, qui sont moins chères, bien entendu, et vous avez des instances très puissantes, qui sont très chères. Donc l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport performance-coût. Pour les instances EC2, mais aussi pour le cache. Je vous ai dit qu'on a mis en place un serveur Redis sur le cluster de cache. Donc là, cette fois-ci, on va encore une fois faire des tests de charge à l'aide de Gatling sur l'infra Amazon, mais pas en les lançant directement de votre ordinateur, mais d'une instance EC2 directement montée
pour ces tests de charge-là, pour être au plus près de l'infra-cible. Je passe directement au résultat. Les types d'instances qu'on a utilisés, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Donc, ce qu'on a déterminé pour notre use case, c'était qu'on avait besoin de 2 instances de médium et d'un cache de type M3 médium. En résultat, là c'est encore un autre screenshot d'un résultat de test Gatling, on peut afficher 600 pages par seconde pendant 10 minutes. Bien entendu, ça c'est un exemple de test, on a fait des tests plus poussés que juste sur 10 minutes. Ce qui est intéressant, ensuite, c'est que notre scalabilité était linéaire. Ça veut dire quoi? C'est si on double le nombre d'instances qu'on a, on peut aussi afficher 2 fois plus de pages. Et même si on quadruple le nombre d'instances, on affiche 4 fois plus de pages. Alors, juste pour information, en théorie, 600 pages par seconde, si on fait le calcul sur le mois, ça représente 1,5 milliard de pages par mois. C'est-à-dire que là, on commence à être tranquille. On parlera des coûts d'une telle infra en fin de présentation. Alors voilà, notre nouvelle infra. Désormais, le load balancer redirige la charge vers 2 instances EC2, sur lesquelles on a 2 cœurs, donc 2 instances Node.js. Les différentes requêtes vers le backend HTTP, elles, sont cachées dans les listes. De plus, on a les tests Gatling qui sont exécutés à partir d'une instance EC2. Histoire numéro 4. Le boss n'est pas content d'une feature, il aurait voulu une démo sur un autre environnement. Encore une fois, avec Elastic Beanstalk, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de recréer autant d'environnements que vous le souhaitez. Par exemple, un environnement de développement, un environnement pré-prod, un environnement de prod. Bien entendu, vous avez la possibilité de choisir des machines moins puissantes pour vos environnements dev, pour qui coûtent moins cher. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez vraiment des environnements homogènes. Vous n'avez pas une pré-prod qui a été construite complètement différemment de la prod. Donc là, au niveau test, vous êtes bien. Alors, si on change nos environnements, on va aussi changer ce qui est fait dans notre usine logicielle. Donc là, on a un screenshot de ce qu'on appelle la pipeline dans Jenkins. Ça représente en fait les différents jobs que vous devez exécuter jusqu'à la production. Donc on a un premier job, sa responsabilité c'est quoi? C'est tirer le code, le builder, exécuter les tests et déployer sur l'environnement de développement. Ensuite, un job pour la pré-prod et un job pour la prod, dont la responsabilité est uniquement de faire de la promotion de package. Justement, la promotion, encore une fois, un autre script Node.js, encore une fois, voilà, du JS sur toute la stack, même sur les scripts d'infra. Histoire numéro 5, premier spot TV, le site ne répond plus. Donc là, il y a une capacité dans un produit dans Amazon, aussi dans Elastic Beanstalk, qui s'appelle l'autoscaling group. L'idée, c'est par configuration, si la charge augmente, vous allez pouvoir rajouter des instances dans votre pool de production. Ça, c'est configurable sur des métriques techniques, par exemple l'usage CPU, réseau, disque ou la latence. Un exemple de configuration, ici, on précise qu'on veut au minimum 2 instances EC2, au maximum 4. Si la latence passe au-dessus de 2 secondes, on rajoute une instance dans le pool. Et si la latence repasse en dessous de 2 secondes, on enlève une instance. Donc là, un graphique repris de chez Amazon, en fait, vous explique l'intérêt d'un tel service. En fait, en bleu, vous avez la courbe de votre trafic. En rouge, vous avez la capacité d'un hébergement traditionnel. Un hébergement traditionnel ne fait pas d'autoscaling, il est donc linéaire. Quelle que soit la charge, il y aura toujours la même capacité. Et en fait, pour le positionner, vous êtes obligé de le positionner au maximum de vos pics de charge, en l'occurrence ici. En vert, à contrario, on a la capacité de notre infra dans le cloud, qui, elle, s'adapte automatiquement à notre charge. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ici, avec de l'autoscaling, on ne consomme que ce que l'on paye. On ne paye que ce que l'on consomme. Il y en a qui suivent. Alors, notre nouvelle infra avec de l'autoscaling, désormais, nos 2 instances EC2 sont entourées d'un autoscaling group avec la configuration que je vous ai présentée. Histoire numéro 6, le site se fait attaquer. Donc là,
Je vais vous donner différents pointeurs pour commencer à faire de la sécurité sur une node. Tout d'abord, sur Amazon, donc pour interagir avec l'API, vous utilisez des tokens. Ce qui est important de savoir, c'est que ces tokens ont des habilitations bien particulières. Par exemple, vous pouvez définir qu'un token est en mode admin. Donc avec ce token-là, vous pouvez tout faire sur votre compte Amazon. A contrario, vous pouvez réduire au maximum les droits pour que le token ait juste les droits de faire ce que vous voulez faire. Ça, c'est important, parce que si vous perdez votre token, si malencontreusement vous le laissez traîner sur un GitHub public, ben voilà, une personne malveillante peut tout casser sur Amazon. Ensuite, 2 modules pour NPM. Tout d'abord, NPM Retire. Ce module vous permet en fait de lister les dépendances qui ont des problèmes de sécurité dans votre package.json. NPM Updated, lui, liste les dépendances qui ne sont pas à jour. Ensuite, Helmet, en fait, si vous faites de l'Express, Helmet propose différents middleware pour commencer à faire la sécurité sur HTTP. Sur toute la stack que je vous ai présentée, il est bien entendu possible de faire l'HTTPS. Et enfin, la référence en termes de sécurité pour référencer, pour lister toutes les failles, c'est OWASP. Histoire numéro 7, les pages mettent trop de temps à s'afficher sur une connexion mobile. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle sitespeed.io. C'est un outil qui est gratuit, que vous pouvez lancer en ligne de commande ou dans votre usine logicielle. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, vous lui donnez une URL et cet outil va crawler les différentes pages de votre application avec un browser headless et générer un rapport HTML avec différents indicateurs de page web, de performance web. Pardon. Par exemple, ici, pour l'ensemble des 20 pages qu'il a analysées, on voit le nombre de fichiers CSS moyens, le nombre de fichiers JS, le poids de ces fichiers, est-ce que ces fichiers on peut les mettre en cache, et on a une note globale de performance web qui ici est mauvaise. Donc cet outil, franchement, il est super, il faut que vous l'essayiez. En fait, c'est un super point d'entrée pour commencer à faire de la performance web, à vous aider à comprendre si vos pages s'affichent correctement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il s'intègre avec d'autres outils qui sont des références dans le domaine, tels que Web Page Test ou Google PageSpeed Insights. Donc là, l'idée, pour optimiser les performances de nos pages web, finalement, l'idée est assez simple. Il faut faire moins de requêtes, des requêtes moins lourdes, et laisser la possibilité au browser ou à des infrastructures réseau de cacher vos requêtes. Donc finalement, les différentes mesures qu'on a appliquées, c'est la concaténation, la minification, du cache control sur vos requêtes, justement pour définir la durée de vie de vos ressources. Vous pouvez inliner vos images, c'est important de nettoyer votre code mort. Vous avez une technique qui s'appelle Above the Fold qui en fait consiste à récupérer dans le header de votre page uniquement le CSS dont vous avez besoin pour afficher la partie de votre page au-dessus de la ligne de flottaison. Ensuite, l'autre optimisation de la performance web, c'est la mise en place d'un CDN. Donc, dans Amazon, un CDN, c'est faisable avec un produit qui s'appelle Amazon CloudFront. Donc, l'idée qu'il y a là derrière, c'est que, en fait, sur Amazon, en Europe, il y a 2 data centers, à Dublin et à Francfort. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de CDN, l'ensemble de vos requêtes vont aller de Paris à Dublin ou de Paris à Francfort. Avec un CDN, vous avez la possibilité de rapprocher, d'avoir une première infrastructure de votre réseau au plus proche des utilisateurs, en l'occurrence en France, à Paris et à Marseille. Cette infrastructure, je vais y arriver, vous avez compris, donc ça va permettre de rapprocher, de cacher éventuellement les ressources statiques ou les pages sur lesquelles vous avez précisé le cache control. Ce qui est intéressant avec Amazon et CloudFront, c'est que le CDN, contrairement à des utilisations plus classiques, peut être utilisé directement en point d'entrée de votre web app. Généralement, ce qu'on a, c'est qu'on a un host pour le CDN uniquement pour les ressources statiques. Alors que là, CloudFront, lui, permet de gérer tous les types de requêtes HTTP, que ce soit des GET, mais aussi des POST. Bien entendu, les POST, il ne les cache pas. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que vos ressources statiques, elles soient en fait, que
que vous puissiez les invalider facilement. Donc là, il y a un module Node de Mozilla qui s'appelle Connect Cachify et qui va vous permettre de rajouter un hash dans le nom de votre ressource, hash calculé à partir du contenu de votre fichier. C'est-à-dire que lors d'une release suivante, lorsque le contenu de votre fichier évolue, donc le DOM va chercher un autre fichier JS et automatiquement vous n'aurez pas de problème de ressources. Notre nouvelle infra avec un CDN, désormais les requêtes de l'utilisateur ne tapent plus directement sur load balancer mais passent par CloudFront. Histoire numéro 8. Lors d'un déploiement en pleine journée, il y a un pic d'erreur. Donc, comment on reproduit le problème? L'idée finalement est assez simple. On lance un test Gatling avec un nombre constant de requêtes et en plein milieu, on fait un déploiement et on observe ce qui se passe. Donc là, avant mise en place de la solution, on constate qu'on a jusqu'à 1% de requêtes KO. On peut se dire 1%, c'est pas énorme, mais en fait 1% sur des requêtes utilisateurs, c'est énorme. Jusqu'à 30 secondes de latence. Et en fait, encore une fois, avec Elastic Beanstalk, vous avez la possibilité, par configuration, de préciser le nombre de serveurs que vous voulez basculer en simultané. En l'occurrence, ici, une configuration où vous mettez à jour vos serveurs un par un, ce qui vous garantit que vous avez toujours au moins un serveur up et prêt à répondre aux requêtes de l'utilisateur. Après configuration, on observe ce qui se passe. On a environ 0% de requêtes KO. En l'occurrence, sur le test que je vous montre, on avait une requête en KO, contrairement à 1%. Et on a jusqu'à 5 secondes de latence, contrairement à 30 secondes de latence. C'est pas encore parfait, mais sur notre use case, on cache toutes nos ressources statiques. On cache aussi nos pages qui contiennent essentiellement des informations communes pour chaque utilisateur. Et là, quand on tape directement, quand on fait le test de charge en tapant sur le CDN, on constate aucun impact notable. Histoire numéro 9, le site est down tout dimanche sans que personne ne s'en rende compte. Donc là, on va parler de monitoring. Tout d'abord, dans Amazon, il y a un produit qui s'appelle CloudWatch qui va vous permettre d'avoir des métriques techniques sur chacune de vos machines. Par exemple, ici, on voit des métriques sur le CPU, sur le nombre de requêtes entrantes sur le réseau. Pour chacune de ces métriques, vous avez la possibilité de configurer des alertes. Donc, si vous dépassez un seuil, vous recevez un email. Ça, c'est déjà intéressant. Ensuite, on utilise un APM. Un APM, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de comprendre comment ça se passe sur votre serveur en production. Donc, en l'occurrence, on utilise New Relic. C'est une alternative à AppDynamics, pour ceux qui connaissent. Donc, encore une fois, c'est un outil en mode SaaS. Vous branchez sur votre application envoie des données dessus, et ensuite, on vous génère des beaux rapports avec les temps de réponse, vous avez les courbes d'erreur, vous avez les alertes remontées. En fait, encore une fois, vous avez la possibilité de configurer des alertes, mais aussi, c'est ce qui nous intéresse, de configurer un health check. Un health check, c'est quoi? C'est un mécanisme qui va pinguer votre application et s'assurer qu'elle est bien up. Si c'est pas up, ben ça lève une alerte, ça vous envoie un mail ou ça fait ce que vous définissez. Au niveau des logs, on a utilisé Papertrail. Papertrail, c'est aussi un outil en mode SaaS. Ça s'intègre facilement avec Winston, pour ceux qui connaissent, le module Node. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on peut combiner les outils. Ici, New Relic et Papertrail. Donc sur cet écran, vous avez un exemple de transaction dans New Relic, où vous voyez par exemple au passage les différents accès qui sont faits sur vos backends. Donc, qu'est-ce que fait le serveur Node.js pour traiter cette transaction? Ben, il va faire 2 accès HTTP, il va faire un accès Redis. Et en dessous, vous avez, pour ceux qui sont devant, moi ils le voient, un lien direct vers les logs dans Papertrail. Donc ça c'est super intéressant parce que vous combinez les deux outils et par exemple dans New Relic vous avez les détails des erreurs qui ont été remontées par votre serveur Node, mais vous avez un accès direct vers les logs. Ça c'est puissant. Notre nouvelle infra avec monitoring. Donc nos instances EC2 envoient des données vers New Relic pour l'APM et Papertrail pour les logs. On a du CloudWatch pour le monitoring des machines dans Beanstalk. Et voilà.
Histoire numéro 10, le boss veut de la visibilité sur les coûts. Tout ça c'est bien beau, mais combien ça coûte? Alors tout d'abord, les bénéfices du prix compris, grâce à l'autoscalabilité, on ne paye que ce que l'on consomme. Ensuite, ce qui est intéressant avec le cloud, notamment pour une boîte qui monte son business, on n'a plus à maintenir de data center. Ça, c'est, en l'occurrence, pour nous Amazon, c'est Amazon qui s'en occupe pour nous. Ensuite, en quelques clics, vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire vos ressources. Si vous vous rendez compte que lorsque vous avez fait le dimensionnement de votre infra, vous avez choisi le mauvais type de machine, ben vous pouvez très facilement choisir une machine plus puissante. Ou moins puissante si, au contraire, vous avez pris une machine trop puissante. Vous avez la possibilité de mettre en place de nouvelles infras très rapidement. Par exemple, vous avez une équipe qui veut bosser, qui veut tester une nouvelle infra, donc vous pouvez en quelques clics, encore une fois, mettre en place cette infra. Et vous pouvez aussi vous déployer à l'international très rapidement. Au niveau des coûts d'Amazon, le billing est accessible dans la console. Ce qui est intéressant sur le pricing d'Elastic Beanstalk, pour ceux qui ont déjà fait du Amazon, en fait, c'est que ça ne coûte pas plus cher. C'est simplement le pricing des services utilisés en dessous. Et enfin, le dernier slide où on reprend l'ensemble des coûts de la solution. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de préciser là-dessus? Effectivement, on a un total mensuel de 1 400 $. On a choisi d'avoir une pré-prod et une production ISO, ce qui est intéressant pour nous parce que ça nous permet de faire nos tests de charge et comprendre comment notre application va évoluer en prod. Au niveau CDN, alors ce qui est un peu particulier pour l'estimation des prix, c'est que là, ça se fait en fonction de la bande passante. Donc il faut que vous calculiez le nombre de pages estimées par mois, en l'occurrence pour notre use case, un peu moins de 10 millions. La taille moyenne de votre page, et donc avec un calcul, grâce à une calculette dans Amazon, il va vous donner ce que ça va vous coûter. Et enfin, pour les logs, Papertrail et New Relic, vous avez aussi des détails à ce niveau-là. En particulier pour Papertrail, ce qui est intéressant, c'est que le pricing va dépendre en fait de votre volume de logs, mais aussi de la durée pendant laquelle vous voulez vos logs cherchables. Donc voilà, je vous remercie. L'infra qui a été mise en place, que je vous ai présenté. Si vous avez des questions. Juste une question vis-à-vis de la mise en place sur Amazon. Moi, je vais tester Upswork. Et sur le temps de démarrage des machines, pour la scalabilité automatique, on avait des temps assez très longs, oui, de l'ordre de 10 minutes parfois. Est-ce qu'on est dans le même cas sur Beanstalk? Alors, effectivement, le temps de démarrage, c'est lié d'une part au temps de démarrage sur EC2. C'est quelque chose en fait qu'on ne sait pas bien monitorer aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, ça reste une inquiétude. Moi, je dirais qu'au-delà de on est plus de l'ordre de 5 minutes aujourd'hui sur notre cas. Donc voilà, effectivement, il y a un petit temps de latence avant de mettre une nouvelle instance dans votre pool de production. Et du coup, comment vous gérez ça pour éviter de vous retrouver dans une situation où il y a pic de charge et puis en fait, les instances, elles ont démarré juste trop tard? Alors, effectivement, il y a un délai d'attente. Au bout de 5 minutes, on est tranquille. Mais l'application peut se porter un peu mal pendant 5 minutes. Mais ça reste acceptable. Des indicateurs sur une valeur inférieure ou quoi que ce soit de ce genre-là? Pour l'instant, non. D'accord. Merci. Comment est-ce que votre load balancer savait sur quelle instance il pouvait taper, sachant qu'il y a de l'autoscaling? Alors, en fait, l'autoscaling, le conteneur Beanstalk va faire en sorte. Alors, déjà d'une part, dans Amazon, comment ça fonctionne? Le load balancer est configurable et pointe sur vos instances, sur les instances EC2 que vous précisez. Ça, c'est par configuration. Et en fait, avec l'autoscaling, cette configuration va être changée automatiquement à chaud par le conteneur. Ok, ouais, mais donc ça veut dire que vous dépendez entièrement des services Amazon. C'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser HAProxy. Tout à fait. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de mettre en amont un autre conteneur Beanstalk si nécessaire en fonction de vos besoins.
Nous, c'est quelque chose qu'on envisage justement pour faire du Nginx, pour répartir du trafic, notamment entre le cloud et cette infra, et un site, une infra legacy. Alors moi j'ai des questions par rapport à AWS versus par exemple Heroku. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi AWS plutôt que Heroku qui fait quelque chose de similaire, voire plus abstrait, parce qu'il n'y a plus la gestion des VM Alors, pour deux raisons, je dirais. D'une part, en termes de compétences au niveau de Xebia, et en termes de nos connaissances sur l'outil Amazon, on était plus à l'aise de partir là-dessus. Ensuite, par rapport à ce que tu dis sur Heroku, nous, ça nous paraît un peu trop abstrait, un peu trop magique ce qui se passe en dessous. Justement, Heroku se base sur Amazon en dessous. Donc, mais du coup, avec Heroku, vous n'aviez pas les temps de démarrage? c'est possible. Après, on n'a pas testé. Effectivement, là en l'occurrence, c'est pour Amazon, mais on peut sans doute faire des choses très intéressantes aussi sur App Engine, etc., sur Heroku. C'est un exemple d'usage. Et... Voilà. Juste une question. Dans ton schéma, quand tu mets le back-end, là, Oui. Donc en fait, ton code métier, il est dans les back-ends ou ce qu'on voit, c'est qu'il est dans les instances EC2 Medium? Ou c'est d'autres back-ends qui sont appelés par les instances EC2? Alors, en l'occurrence, côté métier, sur ce use case, on avait principalement de l'agrégation de données au niveau node. Donc, on s'est connecté sur différents SI qui, eux, contenaient la logique métier. D'accord. Parce qu'en fait, ça paraît un truc standard, mais finalement, il n'y a pas de base de données là-dedans. Tout à fait. Tout à fait. Parce que pour le coup, chez Amazon, si on rajoutait une base de données pour faire une infra d'une application complète, le coût va tout de suite grimper. Alors effectivement, c'est un use case différent. Ça comme ça dépend de la base de données que vous utilisez. Pardon. Si c'est pas comme ça dépend de la base de données qu'on utilise sur Amazon. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, il disait simplement que ça dépend de la base de données qu'on utilise sur Amazon. Moi, j'ai pas de retour d'expérience en particulier là-dessus. Est-ce que vous avez regardé l'hypothèse de prendre une baie avec du OpenStack? Alors, non, en l'occurrence, on n'a pas essayé de comparer. OpenStack, à ma connaissance, qui permet plus de faire un cloud privé. Oui, et on pourrait monter ce type d'infra d'OpenStack aussi. Ça peut être intéressant de comparer, effectivement. Au niveau du clustering que vous avez fait, donc dans Node, Oui. Est-ce que vous aviez besoin d'avoir de la communication entre instances du cluster? Non, pas du tout. On est vraiment sur un cas d'usage où on fait l'affichage de page et stateless, donc on n'a pas cette problématique. Ok, donc pas de 0MQ ni de quoi que ce soit. Pas du tout. Mais ceci dit, en termes de queue, il y a un service dans Amazon qui s'appelle SQS. Si vous voulez faire de la queue, ça vous permet aussi de monter une queue dans le cloud. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire cohabiter sur la même instance EC2 plusieurs élastiques Beanstalk? Alors, Parce que là, l'exemple, ça pourrait être tu fais un cluster sur le node qui pourrait être genre des clusters de WebSocket sur du Redis, et derrière justement un backend qui lui est connecté à, je sais pas, un gros flux, je sais pas, branché sur Twitter ou un truc comme ça, et qui lui par contre, s'il faut encore prendre une autre instance Amazon pour ça, c'est... Alors, on peut le faire. Alors, pour reformuler votre question, si j'ai bien compris, c'est avoir plusieurs composants Beanstalk qui communiquent les uns avec les autres. Par exemple, en point d'entrée, une infra telle que celle-ci, et derrière, un autre Beanstalk avec... Là, en l'occurrence, il communiquerait via Redis, mais c'est plus ou moins ce que oui. C'est possible, oui. On peut, après, c'est une question d'archi, il faut se poser les bonnes questions. On peut faire, les possibilités restent très ouvertes.
Moi j'avais une question par rapport à Beanstalk en lui-même. Moi j'ai déjà utilisé EC2 principalement, mais pas du tout Beanstalk. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la préparation des images? Enfin, je pense que ça doit s'appeler, enfin le concept est à peu près ça. Les images qui sont déployées pour tes machines EC2. Comment, en gros, un petit peu comment tu les prépares et qu'est-ce qui est important là-dedans. Et le stockage, je crois avoir compris, du code dans S3 qui est dessiné à côté. Qui est dessiné dans Beanstalk en méthodologie. Tout à fait. Alors, ça, on ne peut pas beaucoup détailler ça et je pense que ça peut être intéressant. Effectivement. Ça reste relativement simple. Donc si on part du code, comment on fait? Alors, on va créer un zip avec l'ensemble du code source, enfin, le livrable, qu'on pousse dans S3. Et après, Beanstalk, lui, est autonome pour le pousser sur les différentes instances EC2. Instances EC2 qui, elles, sont configurées avec... donc là, vous n'avez pas à toucher à ça, on n'a pas à toucher à ça, même si, par configuration, on peut faire des extensions. Mais ces instances EC2 sont configurées pour faire du Node, avec de l'Upstart, avec voilà, un user Node.js et des droits restreints, et un ensemble d'optimisation justement pensé par Amazon. Je n'ai pas plus de détails que ça. Pardon ? On ne fait pas un script d'install de l'OS? Non, pas du tout. Il n'y a pas de script d'install de l'OS. La plateforme est fournie. Et en fonction du conteneur que vous choisissez, que ce soit du Tomcat, du Node, du Docker, etc., vous aurez des machines différentes. Ok, on peut en prendre une dernière peut-être? S'il y en a encore une? Ah, on dirait qu'on a fait le tour en fait. Ah bah c'est bien. Bon bah merci beaucoup, franchement.